Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Lundi 1er mai, la police française a dû faire face à des centaines de casseurs vêtus de noir qui ont pris d'assaut les rues de la capitale ainsi que d'autres villes, dans le contexte de manifestations organisées par des syndicats pour contrer la réforme des retraites. La fête du travail a ainsi revêtu des couleurs plus sombres qu'à son habitude et a été célébrée à coups de feux d'artifice et de cocktails Molotov lancés en direction d'une police française qui a répondu par des gaz lacrymogènes et des coups de matraque. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un total de 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris, à l'occasion des manifestations du 1er mai. La manifestation parisienne contre la réforme des retraites a pris la forme de cocktails Molotov et d'incendies de matériaux de construction et d'arrêts de bus qui ont été éteints à l'aide de canons à eau par les services d'urgence. Gérald Darmanin a affirmé que 406 policiers et gendarmes avaient été blessés sur le territoire national. Parmi ces victimes, 3 d'entre elles se trouvent dans une situation extrêmement difficile, bien que leur pronostic vital ne soit pas engagé. Un policier ayant été touché par un cocktail Molotov dans la manifestation parisienne a notamment été brûlé au visage et il se trouve toujours à l'hôpital. Face à un Jean-Luc Mélenchon n'ayant soufflé mot sur ces violences, Gérald Darmanin a accusé le politicien d'être complice de par son silence. Outre les violences recensées, près de 800 000 personnes auraient défilé de façon plus pacifique lundi dans toute la France lors d'un 1er mai qui fut néanmoins combatif. Hier, mardi 2 mai, les syndicats français ont annoncé une nouvelle journée nationale de protestation qui aura lieu le 6 juin, dans le souci de contrer la décision du président Emmanuel Macron d'augmenter l'âge de la retraite de 2 ans pour le porter à 64 ans. Le 8 juin, les législateurs discuteront d'un projet de loi proposé par le parti d'opposition LIOT, un projet visant à annuler la réforme. Les syndicats ont déclaré dans un communiqué commun que la journée d'action industrielle du 6 juin permettrait ainsi à tous les travailleurs de se faire entendre par les députés. Le gouvernement français a déclaré qu'il inviterait les syndicats à des pourparlers d'ici la fin de la semaine. Un communiqué de l'intersyndicale indique cependant que la défiance reste profonde et que le dialogue ne pourra être rétabli que si le gouvernement prouve sa volonté de prendre enfin en compte les propositions des organisations syndicales. Les sondages d'opinion montrent qu'une large majorité des Français s'opposent au relèvement de l'âge de la retraite. Bertrand Pancher, un député qui dirige le groupe LIOT, a salué la décision des syndicats d'appeler à une journée de grève et de protestation en préambule du vote relatif à leur proposition législative visant à supprimer le relèvement de l'âge de la retraite. Il a déclaré « Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons convaincre les législateurs de voter le texte et le gouvernement de faire marche arrière ». A noter que si le groupe centriste Renaissance de M. Macron et ses alliés ne disposent pas d'une majorité absolue au Parlement, ils détiennent cependant une marge de manœuvre plus large. Et en Angleterre, des dizaines de milliers d'enseignants ont débrayé dans les écoles et les collèges. Le patron d'un syndicat a déclaré qu'il voulait maintenir la pression sur le gouvernement avec d'autres actions industrielles et qu'il prévoyait de faire grève avec d'autres syndicats de l'éducation. Le gouvernement estime cependant que la coordination des grèves pour une perturbation maximale est déraisonnable et disproportionnée. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus. Des milliers d'enseignants du syndicat britannique de l'éducation ou NEU font grève pour obtenir une augmentation de salaire supérieure à l'inflation et une amélioration de leurs conditions de travail. C'est le 5e jour de grève des enseignants cette année et les représentants syndicaux ont prévenu qu'il pourrait y en avoir 3 autres cet été. Tous les syndicats sont en train de voter ou en train de revoter, mais le calendrier qui en résultera sera celui de l'automne. Mais nous voulons que le gouvernement règle cette question avant l'automne. Nous voulons donc maintenir la pression sur le gouvernement pour qu'il règle cette question avant l'automne. S'adressant à la foule, Courtney a déclaré qu'il ne voulait pas faire grève, mais il a appelé les enseignants à voter en faveur d'autres grèves afin de maintenir la pression sur le gouvernement. 4 syndicats de l'éducation ont déclaré qu'ils pourraient coordonner de futures actions syndicales en Angleterre cet automne. Cette décision intervient après que les membres de ces syndicats ont voté le rejet de la dernière offre salariale du gouvernement. La plupart des enseignants des écoles publiques ont obtenu une augmentation de 5% pour l'année scolaire en cours.
Le gouvernement a proposé aux enseignants un paiement unique supplémentaire de 1000 livres, soit près de 1100 €, et une augmentation de salaire moyenne de 4,5% pour le personnel l'année prochaine. Le comité exécutif du NEU doit se réunir ce mois-ci pour décider d'approuver ou non 3 jours de grève supplémentaires à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Courtney a déclaré qu'il était très probable que les 3 jours de grève supplémentaires soient maintenus. Un porte-parole du ministère de l'Éducation a déclaré « Le fait que les syndicats coordonnent des actions de grève dans le but de perturber au maximum les écoles est déraisonnable et disproportionné, surtout si l'on considère l'impact que la pandémie a déjà eu sur l'apprentissage des élèves. » La députée de Liverpool-Riverside, Kim Johnson, a appelé la ministre de l'Éducation Gillian Keegan à accorder une augmentation aux enseignants. Les travailleurs unis ne seront jamais vaincus. Les travailleurs unis ne seront jamais vaincus. Les travailleurs unis ne seront jamais vaincus. Tout à fait, continuez à faire du bon travail. Faites savoir à Gillian Keegan ce que vous voulez. Dites-le haut et fort, nous voulons une augmentation de salaire. Nous voulons de la dignité et du respect. Rose Webb, une représentante de parents d'élèves, a déclaré que le gouvernement ne prenait pas le problème au sérieux. Voici mon message à l'actuel ministre de l'Éducation, qui est au pouvoir cette semaine. Le fait même que le ministre de l'Éducation change constamment nous indique que ce gouvernement ne prend pas la question au sérieux. Payer un salaire décent au personnel, financer les écoles correctement et équitablement. Respectez et faites confiance aux chefs d'établissement et à leur personnel, car ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants. Un responsable du NEU a déclaré que si certains enseignants étaient sur les piquets de grève, ils étaient retournés à l'école pour enseigner à leur classe de niveau bac dans l'après-midi. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Les Nations Unies ont signalé que 800 000 personnes pourraient fuir le Soudan alors que des factions militaires rivales s'affrontent dans la capitale, en dépit d'un supposé cessez-le-feu. Le conflit risque de se transformer en une catastrophe plus étendue. Il survient alors que les voisins du Soudan font face à une vague de réfugiés et que les combats entravent l'acheminement de l'aide. Les 2 tiers de la population du pays dépendent déjà d'une aide extérieure. Lundi, des images de drones ont montré une colonne de fumée soufflante au-dessus de la capitale soudanaise Khartoum, après des frappes aériennes et des attaques d'artillerie. L'ONU estime que le conflit dans le 3e pays le plus peuplé d'Afrique pourrait contraindre 800 000 personnes à fuir vers les pays voisins. Le coordinateur humanitaire de l'ONU au Soudan a mis en garde contre une catastrophe totale. Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessés dans les combats qui ont éclaté entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide, ou FSR, à la mi-avril. Les gouvernements étrangers ont retiré leurs ressortissants lors d'une série d'opérations aériennes, maritimes et terrestres. Parmi eux, Nour Koulab, qui s'était installé au Soudan il y a 8 ans pour étudier la médecine, a été évacué vers son domicile dans la bande de Gaza juste avant d'obtenir son diplôme. C'était l'horreur. Quand vous voyez des corps éparpillés à droite et à gauche, des gens démembrés, des banques incendiées, vous vous sentez en totale insécurité. J'ai eu l'impression que l'avenir était en suspens et que tout le travail que j'avais accompli pendant que j'étais loin de chez moi avait disparu en un clin d'œil et en un jour. Tout le travail que j'avais accompli pendant 8 ans avait disparu. Plus de 100 000 personnes ont fui le Soudan, ce qui fait craindre que la crise n'exacerbe l'instabilité régionale. Les civils continuent de fuir les combats. Beaucoup d'entre eux se réfugient dans des régions du pays qui n'ont pas été aussi touchées par le conflit. Les retombées régionales de la crise sont très préoccupantes. Le chef de l'armée soudanaise et le chef des FSR se partageaient le contrôle du gouvernement et se sont opposés sur le projet de transition vers un régime civil. Les 2 parties ont accepté dimanche de prolonger la trêve de 72 heures et pourraient organiser des pourparlers en Arabie Saoudite. Mais cette trêve a été interrompue par des tirs d'armes à feu et d'artillerie. Et nous continuons notre journal avec un rare aperçu des opérations militaires du régime communiste chinois. Une société d'imagerie par satellite montre pour la première fois une base présumée de dirigeables en Chine. La société américaine d'imagerie par satellite Black Sky a pris ces images en novembre 2022, 3 mois avant qu'un ballon espion chinois ne soit abattu au large de la Caroline du Sud. Elle montre un ballon dirigeable d'une trentaine de mètres de long. Il se trouve au milieu d'une piste d'atterrissage dans un complexe militaire désertique du nord-ouest de la Chine. Les images montrent également un point de pivot utilisé pour lancer des dirigeables ainsi qu'un hangar à dirigeables de 275 mètres de long.
Les experts en aérospatial estiment que ces images pourraient indiquer une avancée notable dans le programme chinois de dirigeables. Il pourrait s'agir d'engins plus polyvalents et plus maniables que ceux que l'on connaissait jusqu'à présent. Après l'incident du ballon espion en janvier, les inquiétudes concernant les programmes chinois de dirigeables se sont accrues aux États-Unis. Et restons en Chine, où les investisseurs mondiaux ont retiré 2,8 milliards d'euros du pays en seulement 5 jours. C'est ce qu'indique Exant Data, une société de conseil financier basée aux États-Unis. Il s'agit de la plus grande sortie de fonds depuis novembre. Qu'est-ce qui a ébranlé la confiance des investisseurs? Alex Etra, responsable de la recherche et de l'analyse chez Exant, a expliqué au Wall Street Journal que cela est dû aux tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine et que les données suggèrent que la réouverture économique est largement terminée. Les analystes de Bloomberg notent des tensions géopolitiques allant des questions sur Taïwan à TikTok en passant par les puces à semi-conducteurs. Quant à la façon dont cela se traduit sur le marché boursier, les actions chinoises cotées aux États-Unis ont perdu plus de 100 milliards de dollars en valeur de marché en avril. Des sociétés allant d'Alibaba à JD.com sont en baisse, ce qui a entraîné l'indice Nasdaq Golden Dragon China dans sa plus longue série de pertes depuis plus d'1 an. L'indice de référence se dirige maintenant vers son pire mois depuis octobre. Et cela ne se limite pas aux actions cotées à New York. Bloomberg note que l'indice Hang Seng China Enterprises, qui suit les actions chinoises à Hong Kong, se classe au 3e rang des pires performances des 3 derniers mois. Cet indice fait partie des 92 indices boursiers suivis par Bloomberg. Cette situation fait suite aux espoirs d'ouverture suscités par la pandémie, le régime chinois ayant déclaré aux investisseurs mondiaux que la Chine était de nouveau ouverte aux affaires. Dans le même temps, la Chine a renforcé sa loi sur l'espionnage, augmentant ainsi la pression sur les entreprises étrangères. Et parlons sport maintenant. À 83 ans, Barbara Humbert, une coureuse passionnée originaire de Bonn, rêve de participer au marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ayant déjà battu un record du monde et couru 57 marathons, elle espère bien obtenir un dossard pour cette course exceptionnelle, symbole d'un parcours de vie dédié à la course à pied. Son sourire en dit long. Barbara Humbert adore courir. À 83 ans, elle court en moyenne 50 km par semaine pour se maintenir en forme autour de Bonn, sa ville natale au nord de Paris. Française d'origine allemande, elle n'est pas une arrière-grand-mère comme les autres. Le mois dernier, elle était la femme la plus âgée à courir le marathon de Paris, son 57e marathon. Elle l'a terminé en 6 h 21 minutes et 1 seconde, et elle prévoit d'en courir 2 autres cette année, un à Dublin et l'autre à Valence. L'année dernière, elle a battu un record du monde dans sa catégorie lors des championnats de France d'athlétisme, en courant 125 km en 24 heures. On me le demande souvent, je pense que c'est une sensation de liberté, de bien-être, de joie, de communiquer avec la nature, la forêt, les champs. Mais Barbara est en mission. Son rêve absolu est de participer au marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Une course qui ouvrira la voie olympique aux personnes ordinaires, une première. 20 024 dossards seront distribués pour le marathon pour tous. Mais le problème est que les heureux participants seront tirés au sort. Et pour Barbara, ce n'est pas suffisant. Des dizaines de médailles sont accrochées à l'entrée de sa maison, où elle vit avec Jacques, son mari. Elle lui rappelle toutes les courses auxquelles elle a participé, les lieux où elle s'est rendue, et l'effort qu'il lui a fallu fournir à chaque fois pour atteindre la ligne d'arrivée. Née le 9 juillet 1939 dans la petite ville allemande d'Achern, près de la frontière française, elle se souvient des bombardements des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a ensuite rencontré un jeune soldat français, Jacques Humbert, son mari depuis 60 ans. Elle a commencé à courir à l'âge de 43 ans, après que l'aînée de ses 3 filles l'a invitée à essayer. Depuis lors, elle a calculé qu'elle avait parcouru quelques 8000 km dans des courses officielles, soit l'équivalent d'un voyage à Pékin. Selon elle, un entraînement régulier, un bon régime alimentaire et la volonté de courir, voilà ce à quoi elle doit son succès. Elle est convaincue que tout le monde peut y arriver, en aimant suffisamment la course, en commençant doucement et en s'entraînant régulièrement. Elle admet cependant que l'âge la ralentit. Je ralentis, il faut accepter et ralentir. Je dois me reposer un peu plus. Je fais très attention à l'entraînement, à ma nourriture, beaucoup plus qu'avant.
Parce que je suis consciente de mon âge et qu'il faut respecter, bien sûr, les restrictions que l'âge m'impose. Donc, pour faire des exploits, pour faire des courses à longue durée. Donc, je fais très attention. Madame Imbert fait tout ce qu'elle peut pour obtenir le dossard du marathon pour tous des Jeux Olympiques de 2024. Jacques, son mari, a même contacté le ministre des Sports pour demander un dossard pour sa femme. Pour elle, participer au marathon ouvert des Jeux Olympiques sera un couronnement. Mais elle ne compte pas s'arrêter de sitôt. Tant que mes articulations ne crient pas douleur ou ne crient pas stop, non, je continuerai. Et pour terminer, allons faire un tour en Pologne, où un musée a récemment rouvert à la gloire du pianiste et compositeur Frédéric Chopin. Son dernier piano et plusieurs partitions manuscrites sont exposés à Varsovie. L'Institut national Frédéric Chopin de Varsovie rouvre ses portes après des mois de rénovation. Une grande partie des travaux a consisté à créer de bonnes conditions d'aération et de lumière. La raison principale de cette rénovation était de créer une bonne atmosphère, une bonne qualité d'air pour les originaux, pour les objets originaux, parce qu'ils sont très sensibles. Le dernier piano de Chopin se trouve ici, ainsi que des manuscrits originaux. Quand on voit son écriture, on a l'impression de voyager dans un véhicule temporel. On se sent transporté à son époque et dans son salon. Les lettres de Chopin à sa compagne écrivain George Sand et un dessin satirique qu'elle a fait de lui se trouvent également ici. Les lettres qui sont exposées ici sont les originaux absolus, certifiés, vérifiés par nos experts, et ce sont les lettres qu'il a écrites lui-même, et elles sont au cœur de notre collection. Elles permettent de mieux comprendre la vie du compositeur polonais. Ils sont très inspirants d'un point de vue romantique, car en les lisant, on se rapproche de Chopin, qui était un homme très littéraire, je dois dire. Il écrivait dans un beau polonais et de manière très imaginative. Chopin est né en Pologne en 1810. Il a vécu à Paris jusqu'à sa mort en 1849. Après la pandémie, nous nous sommes rendus compte que les gens étaient submergés, sursaturés de choses qui n'étaient pas originales. Ils en ont assez et ils veulent plus d'originaux, ils veulent toucher du vrai. Le musée a rouvert ses portes le 29 avril. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com/fr-fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.